Aujourd'hui, il sera question de l'apogée des femmes qui repoussent les frontières de l'entrepreneuriat et qui se sont lancées en Afrique, sur le continent africain. Vous les connaissez peut-être de près ou de loin, et pour d'autres, c'est une première occasion de les entendre quant à leur parcours respectif. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier un partenaire d'affaires et de vie, Andy Antoine, qui a suggéré cette activité. Oui, nous sommes dans le cadre des webinaires Saisir des opportunités. Elle a trouvé en équipe l'occasion de nous proposer de faire une activité spéciale sur les femmes qui sont impliquées en Afrique. Et aussi, je tiens à remercier toute l'équipe qui a supporté le concept qui nous permet de vous offrir cette programmation aujourd'hui. Nous saluons aussi ceux qui sont déjà là présents dans les locaux du REPAF, qui est notre partenaire qui nous permet d'accueillir ses membres et toutes les personnes qui ont choisi de se joindre à l'activité pour une opportunité de réseautage après la présentation et une mention spéciale à Agora Alliance pour son implication dans la réussite de ces webinaires. Alors, maintenant que les salutations d'usage sont faites, nous allons inviter nos panélistes à ouvrir leur caméra. Et je vais tout de suite saluer Dorothy, Alexandre, ainsi que Salimatou Sako. Donc, bienvenue à cet événement et nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous. Et j'aurai la lourde tâche de pouvoir leur poser des questions parce que souvent, dans leur carrière, elles se retrouvent intervieweurs. C'est eux qui sont sur des panels. Donc, j'ai cette lourde tâche et même cet honneur. Donc, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de vous joindre à Kavi et partager votre parcours qui, somme toute, est très inspirant. Et nous espérons que des femmes, pas seulement des femmes, et tous les participants y trouveront leur compte à travers vos expériences de vie personnelles. Elles sont originaires ou pas des pays où elles sont installées, mais elles ont choisi de tirer profit et leur réputation dépasse déjà les frontières. Et elles rayonnent et elles sont l'objet d'invitations dans toutes sortes de panels à travers l'Afrique. Alors, Salimatou, bonjour. Bonjour cher Christian, bonjour à tous, bonjour Dorothy, merci pour l'invitation. Et bonjour Dorothy. Bonjour à toi, Christian. Bonjour, c'est Matou. Et merci à vous tous et à toutes, vous toutes d'être là présents. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet. Nous allons pouvoir échanger avec nos panélistes. Alors, d'emblée, pour ceux qui vous connaissent, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez une carrière qui est, comme je le disais en introduction, qui rayonne. Vous avez une feuille de route impressionnante. Donc, je veux vous demander, pour que nous puissions mettre la table, de pouvoir vous présenter, vous parler de manière succincte de votre parcours, afin de permettre à notre audience de bien cerner votre parcours. Donc, Dorothy, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian. Alors, une fois de plus, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis une professionnelle, donc experte du monde des communications, une carrière que j'ai entamée en 2009 en tant que journaliste au Québec, au Canada, donc au sein du groupe TVA. J'y suis restée pendant 7 ans et après 7 ans, lorsque j'ai vu certaines barrières, lorsque j'ai compris que la carrière à laquelle j'aspirais n'aurait peut-être pas lieu, j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2016 pour mettre en place mon entreprise Inspiration Communication. Je suis donc entrepreneur depuis 2016. J'en suis très fière parce que c'est un parcours du combattant. Ceci étant dit, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais de la consultation avec des organisations privées, publiques, organismes sans but lucratif, également des institutions, que ce soit en matière de diversité, en matière également d'empowerment des femmes, de la jeunesse, tout ce qui a trait également aux médias. Je fais également de la production de contenu numérique. Entre autres, j'ai un documentaire sur lequel je travaille avec un cinéaste en Afrique du Sud. Et par la suite, je fais beaucoup de coaching et de la communication qui porte sur de la communication efficace et nous aurons l'occasion de parler de mon académie. Donc, pour conclure, je dirais que j'ai un parcours atypique, mais c'est vraiment, pour ne pas nommer le nom de mon entreprise, de mon académie, la force de mes convictions qui m'a vraiment permis de traverser les hauts et les bas de l'entrepreneuriat à travers ce qu'on dit, tous les défis. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être ici sur le continent pour poursuivre ce cheminement. Et tu disais, ton déclic pour l'entrepreneuriat s'est produit au moment où tu as
vu qu'il y avait une certaine barrière, une certaine limite. Et c'est en ce moment-là que le désir d'entreprendre, c'est-à-dire de créer et d'apporter ta contribution a vu le jour. On va revenir là-dessus. Je vais lancer la question tout de suite à Salematou. Donc, parle-nous un peu de toi et ton parcours qu'est-ce qui t'a emmené dans l'entrepreneuriat. Alors, merci Christian, merci encore à toute ton équipe pour cette invitation. Et en effet, comme Dorothy qui m'a précédée, je suis ravie d'être ici, d'avoir cette plateforme. Alors, Salematou Sako, tu l'as dit plus d'une fois, je suis entrepreneur, je suis basée à Conakry, en République de Guinée, et je suis experte en communication et en relations publiques. Je suis la cofondatrice d'une agence de communication qui s'appelle SACOM, une agence qui est spécialisée dans la com, la production audiovisuelle, l'événementiel institutionnel. Et on se donne pour mission de valoriser l'excellence guinéenne et l'excellence africaine. On part du principe que si les Africains ne prennent pas en main les histoires qui nous concernent, nos histoires, notamment de succès pour les raconter, comme dit le dicton, aussi longtemps que le lion n'aura pas lui-même son conteur ou ne pourra pas compter son histoire, le chasseur sera toujours celui qui sera glorifié dans l'histoire. Donc, mon expertise de gestion de réputation et de communication de crise me permet d'accompagner les entreprises et les institutions dans leur positionnement stratégique et leur visibilité. Je suis également, un peu comme Dorothy, toujours engagée dans la promotion, surtout de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, parce que je crois, et c'est également prouvé par des études et énormément de chiffres, que c'est le secteur privé qui développe un pays. Et depuis 10 ans, je suis rentrée pour avoir grandi à Montréal principalement. En 2015, j'ai fait le grand retour en Guinée. Je suis originaire de la Guinée. Ma mère est malienne et mon père est guinéen. Donc, mon enfance, je l'ai vécue en Guinée. Je suis revenue chez moi. Et donc voilà, c'est un pays comme la Guinée qui est en train de se développer. Tout est à faire, comme j'aime le dire, tout est à faire et c'est le secteur privé. Il faut un secteur privé organisé, un secteur privé fort, un secteur privé structuré pour créer de la richesse. Donc, je crois réellement à la place du secteur privé dans le développement socio-économique d'un pays. Très, très belle Voilà introduction, pour moi, brièvement. effectivement. Vraiment des parcours qui sont inspirants. Et je veux revenir sur l'introduction de Dorothy. Quel est l'élément déclic? Oui, tu as vu que tu as atteint un certain plafond lorsque tu étais impliqué parce que tu as eu vraiment une belle carrière. Aujourd'hui, dans la communauté, si je me permets, afro-descendante ou la communauté noire dans les médias, peut-être peu de gens sont au courant du travail que tu as fait en amont et c'est un travail colossal. Donc, pourquoi le déclic et tu n'aurais pas pu faire davantage avant de te lancer en affaires? La raison, elle est simple, je te dirais, c'est que je porte en moi le changement social. Je viens de rencontrer Salimatou, ça fait quelques jours, grâce à toi, grâce à Kavi. Et lorsque je faisais du journalisme, l'une des raisons pour lesquelles je voulais embrasser cette carrière, c'était pour voir comment mettre la lumière sur des enjeux sociaux qui permettent de faire avancer les choses, particulièrement pour les gens qui sont issus des groupes marginalisés, pour les gens qui sont issus des groupes dont on ne raconte pas les histoires, l'histoire et les histoires adéquatement en ligne, ou même dans nos médias, dans les reportages, etc. Donc, je me suis ramassée dans un contexte où, au début, j'ai appris le métier du journalisme parce que je n'ai pas étudié dans le domaine, j'ai étudié en sciences, et lorsque j'ai commencé, je m'étais dit, OK, je vais apprendre le métier. Mais plus j'apprenais le métier, plus je comprenais qu'on me mettait dans un carcan, on me mettait dans un moule dans lequel on se concentrait sur des faits divers, c'est-à-dire les incendies, les meurtres, etc. Et moi, je voulais davantage. Et à l'interne, donc je parle en 2009, mon objectif également était de voir comment faire rayonner la diversité, comme on dit au Québec et au Canada, avoir des invités de tous horizons. Et comme vous le savez, ce sont continuellement les mêmes personnes que l'on interviewe. Donc, après cette année et avoir travaillé avec tous les chefs d'antenne à l'interne, différentes émissions, que ce soit la chaîne économique,
l'émission matinale, les différentes émissions de nouvelles, qu'elles soient le matin, le soir, etc., je me suis rendue à l'évidence que mon travail, ma pertinence et la mission que Dieu m'avait donnée auraient beaucoup plus d'impact si je n'étais plus journaliste parce qu'on a un devoir de réserve. On ne peut pas s'impliquer sur des conseils d'administration. On ne peut pas faire entendre nos voix sur des conditions, des réalités qui nous touchent particulièrement. Donc, ça a vraiment été le déclic. Et pour moi, ça a été très difficile et je conclurai là-dessus. J'ai dû vivre un vrai deuil professionnel. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup confiance en moi et en ayant ce poste de journaliste dans un grand média, toute mon identité était collée à cette profession. Alors, quand j'ai quitté, j'ai dû me refaire, me rebâtir pour dire qui est réellement Dorothy, pour enfin comprendre que j'étais plus que le journalisme, que j'étais plus que cette entreprise, que j'étais plus que la profession, aussi belle et aussi pertinente qu'elle soit. Vraiment. Et j'ai hâte de savoir comment on passe du Canada vers l'Afrique. Mais avant ça, je veux entendre Salematou parce que Salimatou, tu es quand même entrepreneur avant d'arriver en Guinée. Je crois bien. Tu as déjà des projets, mais finalement, tu décides quand même de faire tes valises et tu dis non, il est temps pour moi, la Guinée, qui est ton pays, d'ailleurs, ton pays d'origine. Et là, tu te retrouves à partir en Guinée. Et tu es arrivé, ça fait, comme tu l'as dit, 10 ans. Dorothy, 3 ans sur le continent. Donc, déjà en perspective, la feuille de le temps et l'expérience. Tu en as déjà beaucoup à dire. Alors, comment on se lance en affaires? Comment le projet d'affaires naît pour l'Afrique? Est-ce que, il y a eu une situation ici au Canada où c'est juste un appel vers le retour aux sources qui t'a poussé à pouvoir retourner vers la Guinée? Alors, très bonne question. C'est une question que moi j'entends souvent, que l'on me pose souvent. Elle est posée sous deux facettes. Comment est-ce qu'on devient entrepreneur ou qu'est-ce qui vous a poussé à l'entrepreneuriat? Lorsque moi j'ai commencé, lorsque j'ai débuté en tant qu'entrepreneur, je ne savais même pas que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Euh, L'entrepreneuriat est venu pour les pays africains surtout, parce que les pays occidentaux, les pays développés sont en avance. L'entrepreneuriat est venu répondre à un besoin d'une jeunesse qui manquait d'emploi. Le taux de chômage est énorme. Pour prendre le cas de la Guinée, on parle de 75% de la jeunesse guinéenne qui est en dessous de 35 ans. Et le secteur public, qui est encore malheureusement le plus gros employeur de la population, ne peut pas absorber tous ces gens-là. Donc on a des diplômés, des gens qui sortent d'écoles, d'universités, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Ça, c'est dans le cas de la Guinée. Je peux parler de la Guinée parce que c'est quand même un pays que je connais. Mais c'est très similaire dans les pays subsahariens. Et ce qui arrive, c'est que lorsque moi j'arrive en Guinée il y a 10 ans, je ne viens pas pour entreprendre. Je viens parce que c'est chez moi, je viens parce que je me dis, tiens, je veux contribuer à quelque chose, sans forcément avoir ce syndrome de je viens changer la Guinée parce qu'il y a des choses à faire. Je venais chez moi, au mieux, je me disais, bon, c'est chez moi, je ne vais pas mourir de faim, j'aurai où dormir, et puis bon, je vais changer un peu d'air. Le Canada, c'est autant chez moi que la Guinée. La Guinée, c'est autant chez moi que le Canada. Mais c'est vrai qu'il y avait un disconnect. Donc, je reviens en Guinée et je me dis, bon, au pire, bah, je retournerai au Canada ou j'irai ailleurs parce que je suis vraiment venue avec une mentalité où je voulais découvrir autre chose. Je sais que je voulais apporter un plus à une société où tout n'était pas déjà fait. Donc, quand je viens avec un besoin. Et c'est là que je vais répondre à la question sur l'entrepreneuriat. C'est important, l'entrepreneuriat vient répondre à un besoin. Et pour moi, le besoin était, je sais faire de la com, j'aime faire la communication. J'ai découvert il y a quelques années, avant de rentrer en Guinée, que je me plaisais dedans. C'est ce dans quoi je travaillais déjà. Et j'ai commencé à travailler pour l'État, pour des projets privés. Et finalement, je voulais amener ça plus loin. Je voulais avoir les mains libres pour aller répondre à des besoins. Il y avait un vide, il y avait des gaps à combler. Et pouf, apparemment, c'est ce qu'on appelait l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'en sais beaucoup plus qu'avant, c'est clair, mais je me suis retrouvée simplement à répondre à un besoin. Et ce besoin, c'était, mais c'est où la Guinée? De quelle Guinée vous parlez? La Guinée-Bissau, la Nouvelle-Guinée ou la Guinée-Conakry? Et je répondais souvent aux gens, attention, quand on dit, par exemple, je vais au Canada, on ne dit pas le Canada-Montréal, on ne dit pas Canada-Toronto, Canada-Ottawa. Quand on va à Paris, on dit je vais à Paris, je vais en France. On ne dit pas je vais à Paris, France. Mais pourquoi les gens ont tendance à dire Guinée-Conakry?
Ça semble anodin et subtil. Et beaucoup de Guinéens, d'ailleurs, nous le disons, ah, je viens de la Guinée-Conakry, simplement parce que, bon, c'est plus facile pour tout le monde de dire ça. Mais moi, c'est des choses qui me faisaient, comme on dit, lever les cheveux sur la Ouais, tête, où je me disais, mais non, on a une identité qu'il faut respecter. C'est la République de Guinée ou la Guinée tout court. Toutes les autres Guinées, comme je dis, sont des noms composés. Voyez-vous? Donc, la Guinée très n'est pas un bien, nom composé. Soit très on parle bien. de la République, soit on parle de la Guinée. C'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. Et je me suis mise tranquillement à partager ces informations. Et je voyais qu'il y avait un vide, énormément de vide, et au niveau des Guinéens et à l'étranger. Et c'est cela qui m'a amené vraiment à bâtir même mon business model autour d'un besoin. Je savais que j'aimais la Guinée, je savais que c'était chez moi, que j'avais de très beaux souvenirs d'enfance. Je revenais à mes racines, à mes sources. Et je réalisais qu'autour de moi, les gens ne connaissaient pas notre histoire. Les gens ne valorisaient pas ce qui allait bien. Ce que l'on voyait en dehors, c'était beaucoup de négatifs. Un pays qui est passé par Ebola. Lorsque je rentrais en 2015, nous n'étions pas encore déclarés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Ebola free. Ça s'est passé plusieurs mois après, quasiment une année après. Ensuite, bon, comme Covid mondialement. Mais on a eu tellement de crises qui ont fait que la Guinée était identifiée par des crises et non par ce qui la valorise, ce qui la fait. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis retrouvée tranquillement à travailler, à contribuer, à revoir, au fait, comment est-ce qu'on parlait de notre pays, comment on parlait de la Guinée. Et c'est surtout là, au fait, comme je disais, que mon business model d'entrepreneuriat s'est bâti autour du besoin de communiquer la Guinée et de communiquer l'Afrique. Donc, ouais. Et les éléments que tu apportes lorsque euh, on est à l'extérieur et qu'on est originaire du continent, il y a justement ces éléments qui deviennent, qui peuvent irriter ou on se demande pourquoi on a pris une telle tendance. Je donne un exemple et c'est un peu dans Kavi pourquoi on avait créé les webinaires parce que lorsqu'on parle de l'Afrique, on a l'impression que l'Afrique est un tout. Et voilà, je le disais en introduction, c'est 55 pays. Et si on parle de culture et des ethnies, on tombe dans une quantité incroyable. Donc, pour entreprendre en Afrique, on entreprend pas en Afrique, on entreprend dans un pays de l'Afrique et dans une ville africaine et peut-être encore dans un quartier, dépendamment de la taille de l'entreprise. Bref, c'est des enjeux qui sont importants. Je crois que peut-être que la diaspora apporte justement une contribution dans ce débat. Et vraiment, la passion ressort de ce que tu dis, Salematou. Je vais me tourner vers Dorothy euh, tu te retrouves en Afrique, mais tu es né des parents haïtiens. Je connais beaucoup, je suis très lié à la communauté des Antilles haïtiennes et naturellement, c'est vers Haïti qu'on se porte. Mais toi, tu fais le pas vers le continent africain et tu t'y plais. Alors, dis-moi comment ça se fait, tu décides d'entreprendre en Afrique. D'où ça part? Tout à l'heure, je disais que lorsque j'ai fait le saut de journaliste à entrepreneur, j'ai dû me réinventer. Mais en 2021, j'ai dû me réinventer une fois de plus. C'est-à-dire que, humblement, vraiment, en toute transparence, c'est mon mari qui a une opportunité de venir en Afrique. Mon mari est également d'origine haïtienne, né au Canada. Et ça fait longtemps qu'on s'était dit, on voit l'Afrique dans notre vie, mais de tout prendre et de quitter un peu comme Salimatou a fait, ce n'était pas nécessairement une réalité euh, qui était facile peut-être à entrevoir puisque nous n'avons pas de pied-à-terre, nous n'avons pas de famille en Afrique. Donc, lorsque l'opportunité s'est présentée, on s'est dit, ah, peut-être que ça pourrait être un bon moment d'embrasser cet héritage. Parce que, en effet, lorsque j'ai fait une conférence il y a 3 ans en Afrique du Sud, à mes débuts, j'ai expliqué à des jeunes femmes qui étaient là, des jeunes femmes qui avaient beaucoup de difficultés dans situation de précarité, je leur ai dit, savez-vous la richesse que vous avez de porter le nom de vos ancêtres? Moi, mon nom, c'est Alexandre. Je porte le nom des colons. Je porte le nom des propriétaires de mes ancêtres. Ce qui signifie que cet héritage africain, je suis vraiment, j'en suis à la quête. Et une des décisions que l'on devait prendre à l'époque, c'était est-ce qu'on va déplacer notre petite fille qui avait 6 ans à l'époque en Afrique, la déplacer de tout ce qu'elle connaît de Montréal, à arriver dans un autre pays, un autre continent, un autre environnement
où nous ne serons que trois. Je me suis dit, mes parents l'ont fait en quittant Haïti dans les années 70 et en arrivant à Montréal. Et pour nous, c'était l'opportunité de le faire. Donc, lorsque j'ai dit que j'ai quitté une profession, j'étais cadre à Radio-Canada et je me battais, si je peux dire ça ainsi. Quand je me battais, je me dévouais entre quatre murs sur la question de la diversité. Entre autres, je suis celle qui a co-créé l'incubateur à Radio-Canada sous le leadership de la chef d'antenne pour s'assurer qu'aujourd'hui, il y a des émissions qui reflètent la diversité. Euh, Tout cela, pour moi, c'était beau, c'était grand, mais je me disais, l'Afrique m'appelle. Je suis une enfant du continent et voilà, je veux m'y rendre. Donc, quand je suis arrivée, par contre, je ne suis pas allée avec le dessein d'entreprendre. Je suis arrivée en burn-out. Je suis arrivée bridée. Je suis arrivée dans un cadre où j'avais oublié de rêver parce que je m'étais tellement donné au cours des 15 dernières années dans des batailles qui coûtent cher mentalement et qui coûte cher également au niveau de lorsqu'on défend l'intégrité de nos communautés. Je dis toujours que je me battais comme si le Québec et les institutions appartenaient à mon père, à ma mère et à toutes les 1000 générations comme dans la Bible. Mais ce que j'ai compris en arrivant sur le continent, c'est que c'était pour moi une terre de renouvellement, une terre pour changer mes perspectives également. Et l'Afrique du Sud a changé ma vie. L'Afrique du Sud m'a permis, entre autres, de revoir la vie différemment parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais plus une minorité. Pour la première fois de ma vie, ce que je représentais, donc la texture de mes cheveux, la couleur de ma peau, la beauté de ma fille, je la voyais partout. Et donc, pour la première fois de ma vie, dans ma quarantaine, je me retrouvais dans un contexte que la personne africaine ne comprendra pas lorsqu'une personne de la diaspora toute sa vie doit justifier sa présence, doit justifier son intelligence, doit justifier qui elle est, doit justifier son talent. Et là, je pouvais juste être. Carpe diem. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a amené en Afrique. Et aujourd'hui, je vous dirais que je suis remplie d'une gratitude. Je ne le prends pas pour acquis. Et je vous dirais également que je n'arrive pas avec, et j'ai bien aimé ce que Salimatou a dit, avec le complexe de la salvatrice. Parce que n'oublions pas que j'ai été élevée dans un contexte nord-occidental, donc j'ai des réflexes nord-occidentaux. Ceci étant dit, puis je peux conclure là-dessus, en tant que personne de la diaspora, on doit arriver sur le continent avec une humilité, qu'on ne sait pas tout, qu'on n'est pas là pour régler tous les problèmes, mais qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice grâce à notre réseau, grâce à notre intelligence, grâce à nos stratégies et surtout grâce aux collaborations sur le continent qui sont authentiques. Et c'est vraiment le fruit de tout cela qui fera que je vais pouvoir vous parler un peu plus tard de mes projets. Tu mets la table pour le prochain segment parce que nous allons entrer dans le croustillant de se lancer en affaires en Afrique. Mais je retiens vraiment beaucoup les commentaires, je ne sais pas si vous les voyez, mais beaucoup apprécient l'authenticité de vos propos parce qu'on entend vraiment vous parler, on est au Québec, hein, vous parlez avec vos tripes et vraiment merci, on reste dans cette lignée. Et là, femme, euh, on arrive en Afrique, on se dit, bon, Dorothy dit qu'elle est arrivée avec son mari, Salimatu revient chez elle. Et là, tout est là. Est-ce qu'on se dit, voici, il y a toutes les opportunités. Vous avez parlé de l'aspect du syndrome du sauveur. Bon, ça, on a déjà traité. Mais comment vous regardez comment vous regardez la situation? Je ne veux pas dire en arrivant, un an après. Comment on apprécie, quel est le regard qu'on regarde, avec quel regard on regarde le monde des affaires lorsqu'on est sur le continent. C'est vrai que lorsqu'on arrive, on a tendance à dire on peut faire beaucoup de choses. Mais la réalité nous rattrape 6 mois, un an plus tard. Comment ça se passe pour vous? Et là, je veux vraiment vous entendre là-dessus. Alors, salut Matou. Euh, Christian, tu as touché un point tout à l'heure où tu as quand même précisé dans ton intervention que sur les 55 pays, les contextes, les environnements étaient très différents. En Afrique de l'Ouest même, la Guinée est entourée par 6 pays. On est un pays frontalier, 6 quand même, par du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali. Je pense que j'ai tout cité. Et autant nos peuples, nos populations sont très similaires, nos traditions, autant nos pays sont différents. En termes de PIB, en termes de mentalité même,
en termes de comment nos États, et même en termes de stabilité, il y a énormément de différences. En Guinée, il y a eu des progressions en termes de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas encore de loi sur la question de l'entrepreneuriat. C'est tout nouveau, tout beau. Il y a, je crois, moins de 2 ans, l'État a mis en place ce qu'ils appellent le statut d'étudiant entrepreneur. Je ne sais pas si c'est des choses qui existent beaucoup ailleurs, mais c'est un texte aujourd'hui qui existe pour un étudiant qui a un statut d'étudiant, qui touche ce qu'il a à toucher, ce que l'État lui donne, mais qui peut également entreprendre pendant qu'il est à l'école. On parle d'il y a 2 ans. Il y a eu une petite campagne de com autour, etc. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit quand même assimilé, compris par les étudiants. Et je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est réellement mis en pratique. Pourquoi je prends cet exemple? C'est pour vous dire qu'il y a 10 ans, il y a même 5 ans, ça n'existait pas. Ce texte que le ministère en charge de l'éducation supérieure a mis en place, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a énormément d'étudiants qui doivent entreprendre pour X, Y raisons, qui font de petits commerces à côté pour joindre les deux. Effectivement. Il y a d'autres pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud en Afrique, vraiment de l'autre côté de l'Afrique, de notre énorme continent, où certaines choses sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus développées. Voyez-vous? Donc, même en termes d'administration, aujourd'hui, pour créer une entreprise en Guinée, on peut le faire en 48 heures. Les démarches ont changé. Il y a 15 ans, ce n'était pas possible. Il y a 10 ans, ça se faisait, mais c'était quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus simples à faire. Par contre, on a un gros souci d'accès à l'information. L'entrepreneur, le jeune entrepreneur qui commence, a des soucis à accéder à l'information, qu'elle soit au niveau du fisc, qu'elle soit au niveau même du code des investisseurs. Vous, aujourd'hui, vous voulez venir en Guinée, il y a énormément d'avantages en place, mais il faut connaître, il faut aller chercher l'information. Oui, il y a des agences, etc., qui existent pour dire, et moi je vous dis, venez investir en Guinée, il y a du potentiel. Par contre, il faut venir en étant optimiste, d'accord, mais en étant réaliste. C'est ça la réalité. Très bien. Parce que après 6 mois, 3 mois, 1 an pour certains, il y a une claque. Et il faut être patient avec soi. Pour moi qui suis guinéenne, c'est plus facile. Pour quelqu'un comme vous qui est investisseur qui vient, d'où l'importance aussi d'avoir un pied ou d'avoir les bons interlocuteurs là où est-ce que vous voulez vous installer, vous implémenter. Donc, je pense qu'en revenant en Guinée, l'une des choses qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidée, je me suis dit, il faut que ça marche. Par contre, Salématou n'est pas trop d'attente, ça reste la Guinée. Là, c'est la Guinéenne qui aime son pays qui parle, mais qui voulait être réaliste. Sinon, ce qui arrive, c'est que je viens avec une attente comme ça, et ben la chute, elle fait mal, parce que plus mes attentes sont élevées, plus ben, le découragement, il vient frapper fort lorsque mes résultats ne viennent pas aussi vite que je le souhaite, parce que je ne suis pas dans un cadre aussi structuré qu'ailleurs. C'est une réalité que je défends, que je dis tout haut, malgré les avancées énormes qu'il y a eu. Aujourd'hui, lorsque je vois des jeunes entrepreneurs enfin jeunes ou moins jeunes, mais en termes d'entreprises jeunes qui viennent d'être créées, qui veulent faire des choses comme ça, comme fait, et qui le font plus facilement, qui ont accès à certaines choses auxquelles moi, je n'avais pas accès il y a 5, 6, 7 ans, je dis bravo, parce que dans mon environnement, énormément de choses à faire. Et plus nous serons d'entreprises experts, avec une expertise vraiment en savoir-faire, mieux le pays se portera selon les secteurs d'activité dans lesquels on fonctionne. Moi, ce que je dirais, c'est que ce soit la Guinée ou un autre pays d'Afrique où ce n'est pas structuré comme le pays dans lequel vous venez, il faut venir et le faire, sinon personne, si tout le monde devait se décourager par les challenges, personne ne ferait jamais rien. Mais il faut venir avec des attentes réelles. Il ne faut pas venir en pessimisme dire, ben non, il n'y a jamais rien qui marche, c'est l'Afrique. Moi, ce discours de c'est l'Afrique, de victime, ça ne marche pas pour moi. Là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, ben, il faut que les Africains prennent le continent en main. Et ça va commencer dans notre propre pays. Nous, notre slogan au niveau de l'agence de communication, c'est communiquer la Guinée, communiquer l'Afrique. Et ça a été pensé où on s'est dit, on va commencer où on est implémenté. On va commencer ici, ensuite, tranquillement, on va commencer à aller ailleurs. Parce qu'il y a tout un continent sur lequel il faut communiquer. Et quand je parle de communication, je parle encore une fois de promouvoir ce qui va bien, de promouvoir nos valeurs, de promouvoir nos succès, de promouvoir nos entrepreneurs, nos success stories. Pour nous, ce n'est pas promouvoir les Africains seulement. Quand je parle d'Africains, je parle aujourd'hui d'une Dorothy qui est canadienne, qui est haïtienne, qui aujourd'hui est basée dans un premier pays, ensuite un deuxième pays d'Afrique. Elle contribue à raconter l'histoire d'une Afrique qui se porte bien.
Et nous, la mission que l'on s'est donnée, c'est d'être une plateforme pour donner et de la visibilité et de la force à des projets comme celui que Dorothy porte. Donc, c'est tout un cycle de personnes, d'entreprises, c'est toute une chaîne au fait de valeurs où on travaille ensemble, mais je reviens et j'insiste. Si réellement on vient avec des attentes ou écoutez, je n'ai que 3 mois et je veux faire ceci, ceci et cela, et moi je regarde les gens comme ça. Je leur dis, mais Mm. t'es pas au Canada ici, hein. T'es pas au Mais c'est Canada. mais Donc, c'est clair que c'est quasiment irréaliste d'attendre parce que, et je crois que même, et je vais vous redonner la parole, même à titre d'entrepreneur, l'entreprise est un projet en soi et un projet s'évalue dans le temps. Surtout lorsque on a des facteurs comme un nouveau contexte, on a des défis d'apprentissage. On s'entend que se dire que je vais en Afrique et j'investis après 3 mois, je reviens, je roule en Range Rover, on oublie ça. À moins qu'on trouve d'autres moyens qu'on ne veut pas dire nécessairement sur la caméra. Donc, je veux revenir sur cet élément-là parce que tu as déjà mis la table pour l'aspect administratif, ce que nous considérons comme non structuré, mais que il faut emmener peut-être nos interlocuteurs locaux à considérer comme non structuré parce que c'est une structure qui est peut-être à améliorer. Je ne sais pas si vous voyez vers quoi je suis en train de glisser, mais je vais laisser Dorothy intervenir sur 1 an après que tu sois installé. Euh, Tu as commencé par l'Afrique du Sud, mais aujourd'hui tu es à Nairobi déjà, tu as 2 expériences de 2 pays différents, c'est 2 pays anglophones. Ton Oui. regard par rapport à ces 2 expériences-là, vraiment le temps court, on a encore d'autres éléments, on va vraiment tenter de rassembler un peu plus pour que nous puissions passer à travers. Donc, ton regard par rapport à cela. Je te dirais que j'aimerais beaucoup renchérir sur ce que Salimato a dit sur 2 angles. Avant de parler de ma personne, j'aimerais, ça c'est le biais professionnel, parler de l'impact des médias sur la visibilité de l'Afrique dans le monde, particulièrement pour des gens comme moi, noirs, afrodescendantes, issus de la diaspora, qui avions une perception de l'Afrique par rapport à ce que l'on nous racontait dans les médias. Donc, quand j'étais enfant, la plupart des gens de mon âge, à 40 ans et plus, nous avons vécu avec vision mondiale. Pour nous, l'Afrique, c'était l'enfant avec les mouches, l'enfant qui a faim, l'enfant qui a le gros ventre. Et là, j'arrive en Afrique et je me dis, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est ce que je dis à mon enfant, mais je dis que ce n'est pas la réalité de toute l'Afrique. Il y a de la pauvreté, de la précarité, de la richesse partout dans le monde à différents égards. Donc, j'aimerais lever le voile sur un document, une recherche très importante qui parle de l'impact des 20 médias les plus importants dans le monde, la plupart aux États-Unis, en Russie, en Asie, sur la façon que ces médias couvrent l'Afrique. Donc, ce rapport s'intitule Global Media Index for Africa. La dernière version date de 2024. C'est un rapport qui a été émis par Africa No Filter et The Africa Center. Ce que l'on doit retenir, c'est qu'ils ont évalué et classifié 20 médias, entre autres Washington Post, BBC, d'autres médias des États-Unis, etc., comme je le disais tout à l'heure. Et ils ont découvert en classant ces médias que sur 1000 articles qui ont été analysés sur une période de 6 mois et en tenant compte de 4 critères bien précis, soit la diversité des thématiques, le nombre de sources des personnes qui sont interviewées et des personnes qui sont citées dans ces messages et dans ces reportages en ligne, le nombre de pays africains qui sont couverts sur les 55 et la profondeur de la couverture pour éviter les stéréotypes, ce qu'ils ont reconnu, c'est que la couverture, elle est disproportionnée sur l'Afrique par rapport aux hommes puissants. Donc, quand on parle de l'Afrique, on va parler principalement des hommes puissants, des hommes qui sont des hommes d'affaires, des politiciens, etc. Il y a également, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de contextes où est-ce qu'on parle de beaucoup de stéréotypes. Et aussi, ce que j'avais appris dans une formation, c'est que les gens qui sont en Afrique apprennent beaucoup de ce qui se passe dans leur propre pays à travers des médias qui sont à l'international, comme l'AFP, comme Reuters. Donc, imaginez-vous lorsque l'on consomme l'Afrique à travers des médias qui sont biaisés et qui mettent vraiment peu d'emphase sur les vraies histoires du peuple.
Donc, c'est vraiment cet élément-là m'a vraiment surprise. Donc, tout ça pour vous dire que par rapport à ma propre expérience, pour moi, ça a été de m'imprégner des cultures. En Afrique, on peut dire qu'il y a la culture anglo-saxonne, comme au Kenya, et on a les pays francophones. Les réalités sont tout autres. Le fait que depuis quelques années, j'ai pu visiter 7 à 8 pays africains fait que je peux m'imprégner des différentes cultures et tenter de mieux comprendre. Aussi, c'est de comprendre qu'en Afrique, tout se passe aussi autour de la communauté. Et la patience dont a parlé Salimatou, elle est très importante. Donc, moi, j'encourage les gens qui veulent investir en Afrique de préparer vos finances. Parce que ce n'est pas vrai qu'on se lève du jour au lendemain en se disant, je vais faire mon plan d'affaires et demain, en dedans de 3 mois, je vais retourner, je vais avoir mon retour sur mon investissement. Ça peut prendre des années. Donc, si on n'a pas les poches solides ou on n'a pas un certain minimum d'investissement ou d'épargne, on arrive sur le continent avec une quête de faire de l'argent, une quête de faire affaire, sans se soucier des vraies réalités et sans répondre aux réels besoins qui sont sur le continent, comme a mentionné Salimatou un peu plus tôt. Et je terminerai en disant que de mon côté, ce que ça m'a vraiment appris, c'est que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir et je vais mourir et je ne comprendrai pas l'Afrique à 100%. Ce sera impossible. Donc, la quête que je me donne, la mission que je me donne, c'est comment collaborer. Ultimement, j'aimerais bien collaborer avec Salimatou. Comment collaborer avec des leaders, avec des gens qui font la différence dans leur territoire, dans leur communauté. Et là, j'apporte comme je disais un peu plus tôt, ma brique à l'édifice. Je n'arrive pas là en me disant que je vais tout réinventer la roue. Au contraire, je veux apporter ce que je connais déjà et voir là où certaines communautés, certains marchés peuvent en bénéficier. Et je vais tout de suite aller dans l'aspect, tu as parlé d'une donnée très intéressante et ça faisait partie d'une question plus bas. La couverture masculine des hommes, les hommes puissants et un rapport de Transparency International justement qui, il n'y a pas longtemps, a parlé de l'impact que les hommes ont sur la corruption. On ne peut pas ne pas manquer de parler de ça parce que une plus grande présence féminine, nécessairement, a un effet de pouvoir ralentir l'effet de la corruption. Mais on arrive sur le continent, on est une femme. Tu as bien dit que le stéréotype, c'est le masculin puissant. Au Québec, on dirait qu'il roule dans son F 350, mais ici, c'est son Land Cruiser XTR, je crois bien. Donc, c'est ça qui est mis de l'avant lorsqu'on parle de la couverture médiatique de l'Afrique. Et là, comment la femme navigue à travers cela? Vous êtes chacune chef d'entreprise. Vous avez à faire du développement de marché. Vous devez aller parler de vous. Est-ce que le réseau, l'accompagnement, comment ça se produit concrètement pour une femme qui doit naviguer dans cet environnement-là? Vraiment, tu as mis la table avec une statistique vraiment très intéressante. Donc, je veux vous entendre. Comment ça se passe? Vous êtes chacune des mères de famille, vous avez une famille, donc vous n'êtes pas célibataire. Est-ce qu'on peut déconstruire ou on peut savoir comment ça se passe de développer des affaires en tant que femme sur le continent par rapport à vos réalités respectives? Comme encore je le dis, la réalité de la Guinée n'est peut-être pas celle du Kenya. Donc, par rapport à la réalité que vous avez vécue, et vous avez l'avantage aussi d'avoir parcouru quand même d'autres pays à travers des événements. Comment vous voyez, comment vous appréciez cela? Je relance Salematou. Euh, je donnerai plusieurs réponses. Je pense que c'est un ensemble de ces différents points qui, pour parler, si vous me permettez, de mon exemple, m'ont aidé et également ce que j'entends autour de moi. Je dirais le pouvoir du réseau. Le réseau est très important. En tant que femme, il est important que vraiment que l'on développe des réseaux de femmes. Euh, Aujourd'hui, moi, au travers Kavi, j'ai rencontré Dorothy et ça fait des années que je vois Dorothy sur les réseaux sociaux de loin. Je ne suivais pas forcément ce qu'elle faisait, mais j'avais une idée de son profil. Aujourd'hui, je sais qu'il y aura de belles choses qui vont venir avec Dorothy. Ça, c'est le réseau. Ça, c'est au travers Kavi. En tant que femme, c'est important que si aujourd'hui, je prends l'exemple de Dorothy, que j'ai accès à Dorothy, que je puisse également utiliser cette plateforme pour
permettre à d'autres personnes d'avoir accès à un profil comme celui de Dorothy. Et vice-versa. On pourrait prendre d'autres exemples. Donc, je parlerai vraiment de l'importance ou même du pouvoir du réseau. Euh, j'ai donné cet exemple il y a 48 heures lorsque j'étais sur un panel où j'étais invitée. Je suis PCA donc je suis président d'un conseil d'administration d'une microfinance et c'est une femme que je ne connais pas personnellement qui m'a référée. Une deuxième femme qui me connaissait de loin, qui a appuyé et encouragé ma candidature. Une troisième femme qui ne vit même plus ici en Guinée, qui n'est même pas guinéenne, qui était de passage professionnellement ici avec sa famille, qui a fait 2, 3 ans, je crois, m'a dit une fois, Salématou, je pense que tu devrais aller parce que je vois vraiment que tu es une leader, tu peux faire ceci. Elle m'a encouragée, je l'ai regardée comme pour dire, mais t'es sérieuse, tu connais réellement mon profil? Et là, je viens de donner un exemple de 3 femmes différentes qui m'ont encouragée à atteindre un autre niveau professionnellement. Il me faut à mon tour faire passer le bâton, le relais. Et c'est très, très important. Parce que on est dans le mois enfin, le mois de mars, où est-ce qu'on parle beaucoup euh, après le 8 mars, énormément d'activités continues, où est-ce qu'on fait un point sur tout ce qui est droit et égalité au niveau des femmes. Et c'est vraiment le moment de le rappeler constamment. Il ne s'agit pas de militantisme, il ne s'agit pas de faire une guerre contre les hommes, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de basique. On parle de droit et d'égalité. On devrait avoir accès aux mêmes opportunités. Mais on en est encore loin. Donc, si à un moment donné, on ne, like, choose your battle, comme on dit en anglais, on ne choisit pas nos batailles, on aura du mal. Et en choisissant ces batailles, c'est se dire, écoute, je n'ai pas besoin d'aimer la tête de Dorothy personnellement pour l'aider et la mener de l'avant et la pousser et la recommander. Parce qu'en faisant cela, ce n'est pas que ma personne, ce n'est pas que Dorothy. C'est sa communauté, c'est son réseau, c'est les personnes qui look up to her, qui la regardent et qui l'admirent. Donc ça, c'est une des choses pour ne pas développer plus longtemps sur ça. Je parlais également de la compétence. On parle de droit d'égalité, mais on parle encore lorsque il s'agit d'opportunités d'affaires ou de business, face à un homme, à compétence égale, je gagnerai si je suis la plus compétente. Parce qu'il y a des personnes autour de moi qui se battent pour, et je me bats également pour. Il ne s'agit pas de faire cette discrimination, bon, on va seulement lui donner parce que c'est une femme. Non. Moi, j'ai eu à occuper des rôles où est-ce que j'étais la plus jeune et j'étais une femme. Et c'est toujours qu'est-ce qu'elle a à dire. Ou non, peut-être que c'est pour servir le café. Ou automatiquement, ils vont me demander de servir un café. Déjà que je parle avec un accent qui n'est pas forcément guinéen. On me demande parfois si je suis guinéenne, d'où je viens, etc. et tout. Ça, c'est une chose. Ensuite, je disais d'être femme et jeune. Et si en ouvrant la bouche, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, on a un problème. Si vraiment je viens comme un cheveu sur la soupe, ils vont dire, ah, vous savez, les femmes, hein. Donc, je suis obligée de m'assurer que lorsque je suis autour d'une table, c'est parce que je suis en mesure de faire quelque chose. Et troisièmement, donc je parlais de la compétence en deuxième, l'importance de la compétence en tant que femme dans les affaires, c'est vraiment de vouloir être la meilleure. Pas parce qu'il y a une guerre avec les hommes, absolument pas, mais simplement parce que c'est comme cela que les choses devraient être, pour un homme ou pour une femme. Je pense que lorsqu'on décide d'entreprendre, c'est qu'on veut offrir un service d'excellence. La troisième chose, je dirais que c'est vraiment au niveau de la confiance en soi. Parce que vous avez beau être bon, vous avez donc être une femme et être compétente. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est difficile. Vous pouvez avoir le réseau, Dorothy ou vous, Christian. Vous pouvez me dire non, Salimatou, vas-y, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Et si je suis comme non, je suis pas capable, j'y arriverai pas, ben, je ferai jamais le saut. Pour ma part, je n'ai pas toujours eu confiance en moi comme je l'ai aujourd'hui, mais grâce à Dieu, grâce à ces personnes qui autour de moi m'ont encouragé, continuent de m'encourager, je continue de progresser. Donc, à mon tour, j'en fais un devoir et une responsabilité de faire passer ne serait-ce que ces 3 points que je viens de citer, de faire passer à une autre femme, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le secteur privé, dans le public, ou une femme leader ou une jeune fille, j'en fais une responsabilité de lui dire qu'elle est capable, qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire si elle s'y met, si elle travaille, si elle décide d'être la meilleure. J'en fais une responsabilité également d'encourager et d'être une plateforme, de faire partir du réseau d'une autre femme. Et lorsque on dira son nom, comme on dit, dans une salle où elle n'est pas, que je puisse parler positivement d'elle, basée sur ses compétences, basée sur le fait qu'elle est une femme qui est en mesure de le faire. Et Fantastique. revenir encore dans compétences, réseau et confiance en soi. Pour moi, c'est cela. J'ai,
j'apprécie beaucoup que tu aies parlé des opportunités ouvertes par d'autres femmes et ça, c'est crucial parce que tu es en train de donner un autre ton même à des thèmes comme le mentorat dans le milieu des femmes. Parce que souvent, on a toujours l'impression que derrière une femme qui évolue, il y a un mentor masculin qui lui a peut-être pavé le chemin. Mais le fait d'entendre de toi, Matou, que dans ces points cruciaux, tu as été référé et, comme on dit, endossé, c'est le bon mot, par des femmes. Vraiment, je crois que ce n'est que par des exemples et des actions concrètes qu'on crée un nouveau trend. Vraiment, pardonnez-moi cet anglicisme, mais on se comprend. On crée de nouvelles voies et de nouvelles façons de faire. Et Dorothy, je veux t'entendre aussi là-dessus. Et je crois avant de t'entendre, il y a des réactions dans le chat et juste vous dire que nous allons réserver une période de questions. Et si vous avez des questions pour nos panélistes, vraiment de pouvoir les écrire dans le chat et on va pouvoir les lire au fur et à mesure afin de pouvoir les transmettre. On va pouvoir les poser. Je vais pouvoir les poser directement aux panélistes. Donc, c'est ça. Dorothy, par rapport à cela, on veut t'entendre. J'ai beaucoup aimé ce que tu as mentionné, Matou, et outre la confiance, moi, j'ajouterais la question de l'humilité et de l'intégrité, surtout pour quelqu'un qui vient de la diaspora. Parce que c'est facile, au Québec, on dit d'arriver avec nos gros sabots, je ne sais pas si c'est une expression qui est utilisée ailleurs, et faire comprendre que parce que j'avais un pedigree à Montréal, parce que j'avais un pedigree au Canada, je peux venir sur le continent et donner des leçons aux gens. Donc, pour moi, le fait que, puis j'aimerais préciser, je ne l'ai pas mentionné initialement, peut-être sans le savoir, parce que comme je le mentionnais, j'étais très fatiguée lorsque je suis arrivée en Afrique du Sud en 2021. De façon intentionnelle, toutes les personnes de mon réseau à Montréal, quand ils ont appris que j'allais déménager, quand elles ont appris que j'allais déménager sur le continent, m'ont dit, ah, je vais te référer à telle personne, telle personne. Je suis certaine que cette personne-là pourra te permettre d'avoir un contrat X, Y, Z. Je leur ai dit non, je ne suis pas prête. Je leur ai dit, aujourd'hui, lorsque je vais arriver sur le continent, je veux prendre soin de moi et je veux m'imprégner de ma nouvelle vie et ne pas être à la course au réseau, à la course au contact, à la course aux opportunités. Je pense que c'est ce qui fait que même si mon entreprise, donc mon académie, ça fait 1 an et demi que je travaille là-dessus, mais que ça fait théoriquement 1 an que je fais du vrai réseautage, ça porte fruit parce que pendant 3 ans, j'ai réappris à devenir qui je suis et je me suis surtout concentrée à savoir qu'est-ce que je veux comme prochaine étape professionnelle dans ma vie. Et pour ça, par rapport au Canada, Salematou a dit qu'elle me suivait de loin, mais elle ne suivait pas nécessairement tout mon profil. C'est que je faisais beaucoup de choses qui étaient toujours autour de la communication, mais parce que je faisais du B2B, je ne mettais plus rien sur les médias sociaux. C'était des clients que je gardais privés, des institutions, etc. Mais maintenant, ce que ça a fait dans ma réalité au cours des dernières années, ça a été de dire, OK, quel est mon why? Donc, mon pourquoi. Quel est le pourquoi que je veux mettre de l'avant en Afrique du Sud? Et aussi, ça a été de me dire, je dois canaliser mes efforts sur un élément principal pour lequel je veux faire une différence. Donc, maintenant, c'est là que vient le réseau. Je vais vous parler tout à l'heure d'un partenariat que je suis en train j'entame avec Comes of Africa, qui est un média basé en France panafricain qui a été créé, cofondé par Cyril Djami. Il est peut-être avec nous en ligne aujourd'hui, mais pour que ce partenariat voit le jour, c'est parce que je lui ai dit, mon expertise, c'est la modération de panel et je veux entre autres l'enseigner. Il a dit, ah, voici, ça répond aux besoins de mon entreprise. Nous allons faire une collaboration. Donc, humilité, ça prend également l'intégrité de savoir ce que l'on sait, ce que l'on n'a pas, et de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et moi, ce que je fais également, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur d'approcher certaines personnes en leur disant, voici, je travaille sur tel projet, j'aimerais que tu me présentes à tel type de profil, à tel type de personne. Mais lorsque j'arrive avec une réelle posture d'intégrité, une réelle posture d'humilité où je leur dis, j'ai un projet de vie et je veux m'entourer des meilleures personnes. Donc, je ne contacte pas les gens par intérêt.
quand on dit par intérêt, c'est-à-dire de soutirer, soutirer, soutirer sans vouloir redonner au suivant. Donc, pour moi, c'est comme ça que je bâtis mon réseau. Et bien sûr, je fais partie de la diaspora. Je rencontre des personnes qui font partie des étrangers ici également au Kenya. Donc, c'est certain qu'à travers un réseau local, donc de personnes kenyanes, personnes sud-africaines lorsque j'y étais, et des personnes de toute origine ici au Kenya puis en Afrique du Sud, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un réseau international de gens qui sont issus de dizaines et de dizaines de pays et qui voient en moi une personne qui n'est pas là pour l'argent, qui n'est pas là pour la réputation, qui n'est pas là pour me faire du capital sur l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, ce n'est pas un hype. Moi, une des choses que je me dis qu'il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, c'est le fameux hype qui vient autour de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un hype, c'est une réelle terre où est-ce qu'il y a des millions d'habitants, des millions d'habitants qui habitent là. Donc, si on vient avec une posture de hype pour aller en Afrique, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, je suis contre ça et on le voit sur les médias sociaux, ce qui peut avoir l'air de tout le trend, le hype d'être en Afrique. Non. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens me disent, mais t'es en Afrique, puis t'en parles pas beaucoup et tout. J'ai dit, je vais pas me mettre à vous montrer l'enfant qui marche dans la rue pour faire la personne expatriée qui... vous comprenez ce que je veux dire? Le syndrome de la photo Oui. de l'enfant africain. Je refuse cela. Donc, moi, je vais Ok. toujours montrer des éléments positifs pour ne pas tomber dans le stéréotype également. Vraiment, c'est fantastique. Et d'ailleurs, je le dis, nous allons rendre le contenu de ce webinaire disponible sur le site web de cavi.biz parce que les valeurs qui sont communiquées, les valeurs d'entrepreneuriat sont des valeurs intrinsèques. Ce sont des bases qui assurent euh, une fondation et un édifice qui va bien grandir. Et tu as mis le point sur quelque chose, le syndrome du sauveur. Et lorsqu'on arrive avec cette pensée sur le continent, des fois, on se retrouve à embrasser des responsabilités sans nécessairement avoir les, euh, les, tout ce qui est informel. Et ça prend du temps pour pouvoir fonctionner dans l'informel. Je vous donne un exemple très, très simple. On peut arriver avec une expertise euh, en logistique ou en transport dans une entreprise et on se fait offrir un poste, mais le commis qui est là depuis 15 ans peut faire suer un cadre de haut niveau pour un petit document ou une procédure qu'il maîtrise, qui n'est peut-être pas inscrit dans les textes, mais que le milieu utilise. Et voilà pourquoi je dis toujours, lorsque nous revenons sur les continents, et vous avez parlé beaucoup de ça, on parle de valeurs comme l'humilité, pour être en mesure d'apprendre, de pouvoir comprendre le contexte et bien sûr de se positionner réellement avec une solution concrète. C'est vraiment ça que j'entends à travers tous ces échanges et les valeurs. Et vraiment, mesdames, vous avez beaucoup martelé sur des valeurs avant même de parler des compétences, parce que les compétences et la formation, l'expérience, on peut en avoir, mais le savoir-être vient nous distinguer lorsque nous nous présentons pour des opportunités. Le temps va tellement vite, le temps va tellement vite. Je veux terminer et on va pouvoir prendre quelques questions au niveau de l'audience. Je veux terminer avec euh, quelle opportunité en tant que femme vous voyez sur le continent. Salimata, tu t'es déjà beaucoup engagée parce que tu nous as présenté ta feuille de route par rapport à ce que tu fais. Ça comme aujourd'hui est présent, est en train de prendre sa place. Et en termes d'opportunités, je vais laisser Dorothée renchérir par rapport à ton projet. Tu as déjà glissé quelques mots, l'institut que tu as mis en place afin que ceux qui nous écoutent puissent en savoir davantage. Merci beaucoup. Alors oui, j'ai créé l'Académie La Force de nos convictions, qui est une académie en communication qui va offrir des formations, entre autres, sur la modération de panels de discussion, sur la communication efficace, à l'intersection du développement personnel et également de l'impact sociétal. Pourquoi? Parce que je vous dirais que je n'aurais pas pu créer cette académie, même si ça fait plus de 10, 15 ans dont j'en rêve, parce que je n'avais pas tout le bagage. Et le bagage,
pour moi, me permet aujourd'hui de dire que je peux accompagner des femmes, des hommes, des personnes qui ont envie d'avoir, et mon slogan, c'est les bons mots, la bonne posture au bon moment. C'est mon slogan, les bons mots, la bonne posture au bon moment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans certaines situations, particulièrement nous les femmes, on peut se retrouver à avoir à se battre entre quatre murs. Qu'est-ce que l'on fait? Trop de fois, j'ai été paralysée, j'ai été bouche bée parce que je n'ai pas su comment réagir dans une situation donnée, parce qu'il y a eu des microagressions, parce qu'on diminuait ma personne et je m'en suis souvent voulu. Donc, c'est à travers toutes ces leçons apprises que je suis en train de bâtir un curriculum qui va permettre aux gens de pouvoir être en mesure de mieux communiquer pour avoir cet impact. Et on sait également que la modération de panels, il y en a des dizaines et des centaines qui se font au quotidien et que ces panels-là ont un impact sur les réglementations, sur les politiques publiques qui sont dévoilées, qui sont mises en place par les institutions. Donc, mon objectif, c'est, je ne peux pas prétendre pouvoir animer tous les panels. Au contraire, ce n'est pas mon objectif. Je sais que Saïmatou est une animatrice de panel et j'aimerais beaucoup probablement l'avoir dans l'académie, mais c'est de se dire comment peut-on s'assurer d'augmenter la qualité de ce qui se fait sur le continent pour le bénéfice du continent. Et aussi, il y a un impact, donc il y a un volet lucratif, c'est-à-dire je vais offrir des formations payantes, il y aura des formations gratuites, et le tout, c'est de pouvoir redonner une partie, de redistribuer une partie de ces fonds à la communauté. Donc, aller dans des communautés, aller dans des communes, dans des zones rurales où des femmes entrepreneurs qui sont dans l'informel peuvent être en mesure de recevoir des formations qui vont être vraiment mises, adaptées à leur réalité, pourquoi pas dans leur langue, pour pouvoir leur permettre également de développer ces meilleures aptitudes. Et pourquoi la modération de panel? Pour certaines personnes, ça peut paraître anodin, mais initialement, au début de la conversation, je vous avais dit que j'ai dû me réinventer. Et comment me suis-je réinventée? C'est grâce à la modération de panel. Donc, lorsque j'ai quitté TVA, le groupe journalistique où est-ce que j'étais, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucune expérience entrepreneuriale, mais je savais que j'avais certaines compétences et la fameuse confiance en soi-même dont parlait Matou. Je savais faire des entrevues, j'avais des compétences transversales, j'avais également cette volonté de faire rayonner certaines histoires. Donc, j'ai approché une personne qui organisait un colloque international, plutôt un colloque économique, et je lui ai dit, j'aimerais offrir mes services gratuitement pour modérer un panel. Et ce fut la bougie d'allumage qui fait qu'aujourd'hui, j'ai animé au-delà de 200 panels dans 8 pays. Bientôt, je serai à Dubaï, je serai au Cameroun également pour animer d'autres événements. Donc, pour moi, la modération de panel n'est pas juste de l'animation, ce n'est pas une plateforme pour me faire connaître, pour me pavaner. C'est réellement ce que Dieu a mis dans ma vie et qui m'a sauvée, littéralement, professionnellement, parce que c'est ainsi que j'ai développé cette expertise et que j'en suis aujourd'hui avec cette académie. Donc, je conclurai en disant que pour les opportunités qui s'offrent par rapport à mon projet, c'est la communication et redonner aux femmes, mais ça peut être dans l'agriculture. Il y a aussi la technologie. Il y a beaucoup de choses qui se font bien en Afrique. Au Kenya, on peut faire des paiements très rapides sur nos téléphones. En Afrique du Sud également, je peux offrir des paiements, payer les minutes pour de la famille juste en entrant le téléphone. On parle d'avancement technologique, ou certes, mais ici, l'Afrique, l'avancement technologique n'est pas fortuit. Ce n'est pas un avancement qui est juste dans la, comment dirais-je, qui n'est pas superficiel. Les avancements technologiques rejoignent et répondent à des besoins cruciaux qui sont par rapport à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire comment survivre, comment s'assurer d'avoir de l'inclusion financière. Donc, les gens qui n'ont même pas de téléphone portable intelligent sont capables et qui n'ont pas de compte bancaire sont aptes à utiliser leur téléphone pour payer à s'approvisionner pour leur famille, dans leurs marchés locaux, etc. Donc, il y a tellement de choses à faire. Donc, la femme qui m'écoute ou l'homme qui m'écoute, la personne qui m'écoute qui est en technologie, vous pouvez utiliser cette expertise que vous avez et la partager dans le continent, que ce soit avec but lucratif ou sans but lucratif. Initialement, c'est de redonner. Moi, je pense qu'on doit donner beaucoup au début pour pouvoir récolter par la suite par rapport à la somme de tout ce que l'on fait. Donc, voilà. Donc, moi, c'est la communication, mais agriculture, technologie, tout ce qui a trait avec encadrer les personnes qui sont dans l'informel, parce que l'informel est vraiment un des éléments très centraux en Afrique également, et il ne faut pas négliger la portée et l'importance de l'informel dans la vie familiale des personnes à travers le continent. En tout cas, c'est tout un projet qui naît
En fait, je l'appelle même une vision parce qu'elle est enracinée dans une expérience et dans un vécu. Vraiment, merci. Et Selimatou, pour de ton côté, en une minute, ou même si tu peux, deux, trois secteurs que tu trouves intéressants qui feraient appel aux femmes, ou carrément, Dorothea a commencé déjà à glisser quelques mots là-dessus, qui sont porteurs en termes d'investissement et d'opportunités. Alors moi, je dirais à coup sûr l'agriculture. Venez, venez en Guinée, on a 13 millions de terres arables. On a de la terre. Donc l'agriculture, j'irai également la formation, parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, avec l'IA qui est là, qui doit être incorporée, d'ailleurs dorénavant, qu'on le veuille ou pas dans ce que l'on fait, c'est important de développer ses compétences. Et qui dit développement de compétences parle de formation. Donc que ce soit derrière un écran où il faut investir dans la formation. Et je dirais, en effet, tout ce qui est métier du digital, c'est encore là de grosses et de belles opportunités d'investissement pour les femmes, je dirais, ou même les hommes. Merci beaucoup. Et nous allons pouvoir vous transmettre les dates aussi pour déjà les sessions que Dorothy va commencer. Alors, je veux vous entendre rapidement sur des enjeux avant de prendre les questions. Des enjeux qui défraient les manchettes par rapport euh, à la place des femmes dans les conseils d'administration en politique? On va répondre par oui ou non. Est-ce qu'il faut une loi pour pouvoir équilibrer la présence des femmes dans les CA, dans les conseils d'administration? D'ailleurs, Salematou, tu es présidente d'un conseil d'administration. Et alors, je vais vous entendre là-dessus, oui ou non, encadrer ça par les lois pour pouvoir donner la place à d'autres femmes ou bien le chemin du mentorat est déjà une bonne façon de pouvoir vraiment succinctement en 15 secondes chacune. La réponse pour moi, c'est oui, 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 oui. Donne. Il faut une loi. Dorothy. Je ne suis pas aussi convaincue, mais ça, c'est un autre webinaire. Ce que je dirais, peut-être pas une loi, mais ce que je dirais, ce serait vraiment des initiatives cadres qui permettraient que les institutions s'assoient ensemble pour déterminer et ensemble mettre de l'avant des politiques qui permettent de faire avancer ces questions-là pour qu'il y ait plus de femmes, plus de représentativité. Mais je ne suis pas une experte de la question, donc moi, je vais dire, j'hésite par rapport à la loi. Très bien. Alors, vraiment, nous avons encore beaucoup à dire, mais le temps, nous avons déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Je veux rapidement lire une question de l'audience qui D'abord, on a beaucoup de commentaires positifs à l'endroit des panélistes. Vraiment, merci pour votre authenticité. Ça revient beaucoup. Et aussi, quelle serait, la question est la suivante qui vient de Anne Solène. Quels seraient les conseils que vous auriez pour les membres de la diaspora au Canada? Comment peuvent-ils agir ici, c'est-à-dire à partir du Canada, pour l'Afrique? Rapidement, tour de table en moins d'une minute. Je peux y aller rapidement. Je pense que c'est la question du réseau, c'est-à-dire au Canada, au Québec, il y a déjà des organisations qui sont ancrées dans certains pays d'Afrique, dans tous les pays d'Afrique, je suis certaine. Il y en a qui ont plus de responsabilités et plus d'impact. Je pense entre autres à notre ami à Fabrice Ntumpa, qui lui est à la Jeune Chambre de commerce congolaise, Québec-Congo, etc., RDC, etc. Donc, moi, je pense que c'est d'aller vers ces personnes qui sont déjà sur le continent ou qui ont un ancrage sur le continent et développer des partenariats pour mieux comprendre les réalités, surtout si on ne peut pas se déplacer, parce que ces gens-là peuvent être le pont avec nous. Donc, et ça se fait sur la base de la confiance également. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, si vous avez des contacts, des membres de votre réseau qui sont déjà sur le continent, mais je pense qu'il faut investir de l'argent pour se déplacer. Se déplacer pour faire du démarchage, des études de marché, pour rencontrer les gens, pour serrer les mains, pour comprendre la situation. Parce que là, on est bien, on est sur Zoom, mais faire affaire en Afrique, ça ne se fait pas à travers les médias sociaux. Il faut se déplacer. Moi, j'ai mon académie, je prévois aller dans certains marchés pour rencontrer les gens sans vendre de la formation, juste pour rencontrer les gens sur place. Donc ça signifie, comme j'avais mentionné initialement, ayez vos finances prêtes à investir dans vos billets d'avion,
dans votre hébergement pour pouvoir rencontrer des gens qui font la différence sur le réseau. Comme Salimatou en est un bel exemple. Allez, Matou. Alors moi, j'appuierais, pardon, et je suis à 100% d'accord, je m'excuse pour le bruit en arrière, avec Dorothy. Je demanderais à chaque personne de la diaspora d'être un ambassadeur déjà là-bas. Moi-même, je me sentais déconnectée à un moment donné lorsque je vivais au Canada, de la Guinée, même de l'Afrique de façon générale. Parce que, bon, en termes de distance, enfin. Donc, soyons des ambassadeurs là-bas. Je dis soyons parce que je suis encore là-bas et plus souvent ici. Je pense que c'est important d'être des ambassadeurs là-bas. Et pour ça, il faut connaître les réalités du terrain. Et là, je reviens sur la deuxième chose sur laquelle Dorothy a dit. On a beau essayer d'être connecté, les médias, les réseaux sociaux, c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande. Il faut connaître le terrain. Et venir sur le terrain en étant réaliste, en restant optimiste, positif, mais en étant réaliste. Je pense que ça va être la meilleure façon ensuite de retourner et de savoir comment faire le pont entre la réalité que l'on a sur le terrain et ce qu'on fait là-bas. Bon, voilà pour moi. Donc, on est déjà, je ne sais pas si nous avons des questions pour les personnes qui sont présentes au REPAF. Sinon, nous allons pouvoir avancer pour pouvoir permettre à tout le monde c'est déjà l'heure du dîner. On a déjà pris une partie de votre dîner. Il y a une question, Julie? Oui, on aurait une question. Vous nous entendez bien? Oui, on vous reçoit. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Baptiste. Moi, ma question, c'est concernant le financement. Est-ce que si les communautés diaspora d'ici veulent entreprendre en Afrique, comment vous avez déjà commencé là-bas, est-ce qu'il y a les financements dédiés qu'on peut aller chercher ou bien s'il y a des recommandations à faire concernant le financement? Merci. Je vais aller rapidement, Matou, parce que je suis sûre que tu as plus à dire que moi. Moi, pour l'instant, ce sont mes fonds privés que j'ai investis dans mon entreprise. Je n'ai pas encore fait de démarche pour du financement sur le continent, donc je laisserai Matou répondre à la question. Alors, au niveau de la Guinée, pour ne pas parler de toute l'Afrique, je vous dirais non. En termes de financement disponible ici, nous-mêmes n'avons pas accès à ces financements. À plus forte raison, les mettre à disposition de ceux qui sont au niveau de la diaspora. Par contre, ce que moi j'entends, Monsieur Jean-Baptiste, dans votre question, c'est une opportunité d'affaires, de business. Il y a quelque chose à développer. Pourquoi ne pas créer une sorte de fonds? Ou est-ce que par confiance ou voir comment la cooptation se ferait, c'est de mettre des fonds en place pour peut-être certains pays dont la communauté peut être très présente, ou même de plusieurs pays d'Afrique, et de voir comment est-ce qu'on peut avoir des fonds disponibles pour accompagner des projets de personnes dans la diaspora qui veulent investir dans un certain pays. Je pense qu'il y a de la matière vraiment à réfléchir, mais moi, votre question m'amène vraiment à penser, à me dire, tiens, 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 et si? Donc, la réponse est non. Au niveau de la Guinée, il n'y a pas de fonds qui dirait aux membres de la diaspora, venez, on va vous donner de l'argent pour faire du business. À ce que je sache, non. Par contre, Donc, si je peux oui, me permettre vas-y. de rajouter, je reviens à ce que je disais tout à l'heure et ce que Matou appuie également. Si vous contactez des organisations locales qui ont un pied à terre avec l'Afrique, puis je pense à Cavi, entre autres, vous trouverez réponse à ces questions-là parce que ces gens-là sont là. Il y a des organisations, des gens qui font le pont commercial entre l'Afrique et le Canada. Donc, ce serait à travers ces réseaux, à travers ces ressources que vous seriez en mesure de voir quelles sont les possibilités. Et on se rappelle qu'il y a 55 pays, donc il doit y avoir 55 réalités. En tout cas, très, très, très belle conclusion. Et je veux rajouter, pour pouvoir terminer sur ce point-là, euh, c'est constitué peut-être en groupe parce que différents pays ont différents incitatifs. Si je parle d'où je suis présentement à Pointe-Noire, je crois que lorsqu'on parle de l'engouement pour le continent africain, c'est que il y a des projets qui sont intéressants, qui permettent de pouvoir accueillir des entreprises qui veulent s'installer comme dans des zones économiques spéciales. Mais si on parle de moyennes entreprises, donc s'il y a des PME qui sont déjà en activité, par exemple du côté canadien, mais c'est peut-être une option de pouvoir explorer ces avenues-là pour pouvoir apporter votre expertise parce que peut-être qu'il n'y a pas d'accompagnement
nécessairement financiers, mais en termes des bénéfices et des exonérations de tous les autres bénéfices marginaux qui comptent beaucoup d'ailleurs pour les entreprises. Et lorsque vous êtes entrepreneur sur le continent, vous savez c'est quoi payer des taxes ici sur le continent. Donc vraiment, si on doit mettre sur la balance, il n'y a pas de financement, mais il reste des programmes très attrayants lorsqu'on a un petit capital et qu'on est capable de se connecter avec des gens qui ont de l'expérience sur le terrain pour pouvoir faire germer des projets. Donc, effectivement, il y a des opportunités sur le continent. Alors, nous sommes à la fin de ce beau programme. Effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup à dire, mais le temps nous est imparti. On doit s'arrêter. Donc, restez avec nous. Excusez-moi, il y a un bruit de fond. Restez avec nous pour être au courant. Donc, le prochain webinaire, nous avons dit que nous travaillons sur, Kavi travaille à mettre en valeur des opportunités sur le continent africain. Nous avons parlé de la République du Congo lors du dernier webinaire. Le prochain va être consacré sur le Bénin. Il y a une belle dynamique. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent au Bénin, notamment dans le secteur du tourisme, dans le secteur industriel de la transformation du textile. Donc, vraiment, ça va être une belle occasion d'en apprendre sur le Bénin et de pouvoir être en contact avec des personnes clés qui pourront vous accompagner. Et je parlais notamment des zones économiques spéciales qui ont des incitatifs très intéressants pour les entrepreneurs qui visent le Bénin, par exemple. Donc, c'est ainsi que nous allons clore ce débat, nous allons clore cet échange plutôt. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui se sont joints à ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps de vous qui portez les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci au REPAF, merci à Gora Alliance et beaucoup merci à nos panélistes qui nous ont partagé d'un naturel sans pareil, d'une expérience, beaucoup de valeurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir développer des affaires en Afrique. Donc, si vous avez besoin des coordonnées, n'hésitez pas, Kavi pourra vous les transmettre pour pouvoir discuter davantage sur certaines opportunités. Alors, là-dessus, on vous dit un très bon dîner pour ceux qui sont au Québec et on vous souhaite une très belle fin de journée pour ceux qui sont sur le continent africain et on se dit à très bientôt. Merci encore.